Alors, le mot d'ordre des débats a été l'espoir, l'espérance, qui nous a été porté tout d'abord par Hubert Duménil, le directeur du Collège des Bernardins, qui nous a rappelé que ce magnifique bâtiment qui nous accueille aujourd'hui a été construit au XIIIe siècle après une période de léthargie intellectuelle et, on va dire, spirituelle. Donc, ça nous a donné quand même un peu d'espoir pour l'avenir, sachant qu'à l'heure actuelle, voilà, les perspectives ne sont pas toujours très, très roses. On a démarré par cette touche d'espoir qui a été portée ensuite par Abdelhak Sali, qui est donc le président des Scouts musulmans de France, qui a rappelé les raisons de son engagement dans le scoutisme musulman, et notamment ce scoutisme qui lui a permis de répondre à cette quête de sens et lui a donné la possibilité concrète de s'engager dans la société. Et donc, il appelle la communauté musulmane, évidemment, à en faire de même. Elsa Bounot, la présidente de la Fédération du scoutisme français, a tenu à rappeler effectivement l'importance du scoutisme pour aider les jeunes individus à s'émanciper et à s'autonomiser. L'importance pour eux de s'entendre dire « tu es une chance » et non « tu es un problème pour notre société », mais a tenu également à rappeler qu'il y a encore trop peu d'effectifs pour les scouts musulmans en France et a appelé donc les jeunes musulmans à s'engager dans cette voie. Le cher Ben Tounès, que l'on ne présente plus, a rappelé les jalons fondamentaux de la naissance du scoutisme musulman en France, qui est né donc en 1991 au moment de la guerre d'Irak. Et il a tenu à rappeler qu'à force de volonté, dans un contexte compliqué en fait pour les musulmans de France, eh bien, les scouts ont semé les premières graines d'une voie d'espérance qui leur a permis notamment de travailler sur la mixité et à porter finalement une flamme d'espoir dans leur cœur. Il a également rappelé combien il était important de permettre à nos jeunes de trouver leur place dans le monde d'aujourd'hui et de demain, et a rappelé l'urgence surtout d'apporter des résultats pour les jeunes qui sont actuellement en détresse, et donc de ne pas en rester au niveau de la parole. Il a déploré le manque d'amour et de fraternité dans lequel nous nous trouvons actuellement, et a rappelé la nécessité de rester tous unis par la citoyenneté. Le délégué interministériel de la jeunesse et des sports, Jean-Benoît Dujol, a tenu à assurer donc les scouts musulmans de France de l'importance en fait de leur engagement associatif dans notre société, cet engagement qui doit commencer dès le plus jeune âge. Et il a apporté donc la parole du ministre de la Jeunesse et des Sports, M. Patrick Kanner, qui a donc tenu à dire que les scouts musulmans de France constituent un maillon essentiel de la chaîne éducative pour notre société. La première table ronde donc, a porté sur le thème des besoins et des attentes des jeunes musulmans en France aujourd'hui. Jamel El-Amri, qui est donc le président de l'Académie française de la pensée islamique, a tenu à rappeler tout d'abord qu'à ses yeux, les jeunes musulmans de France ont des besoins absolument similaires à ceux des autres jeunes Français, c'est-à-dire des besoins affectifs, sociaux, des besoins de liberté et des attentes spécifiques tout de même sur le plan identitaire. Et il a notamment rappelé la difficulté pour les jeunes musulmans issus de l'immigration à assumer finalement ce double héritage qui est le leur et la difficulté finalement à penser ce double héritage. Il a donc appelé à ce que les identités soient respectées et valorisées et à notamment assumer avec honnêteté intellectuelle l'histoire coloniale afin que les jeunes musulmans de France se sentent pleinement français. Il a également rappelé la nécessité de réécrire le roman national pour que celui-ci soit audible aux yeux des jeunes musulmans et prenne compte de l'importance historique de l'islam en France, et a appelé également les responsables spirituels à écrire un discours audible pour les jeunes musulmans de France. Anas Sagrouni, qui est le président des étudiants musulmans de France, a souhaité donc rappeler la nécessité de démystifier la présence musulmane en France. Il a également insisté sur les besoins similaires, bien sûr, des jeunes musulmans, mais a également déploré le fait qu'on continue à parler de l'islam comme d'un élément étranger dans l'histoire de notre pays, alors qu'il en est totalement partie prenante. Radia Bakouche, la présidente de l'association Coexister, a fait part de sa perplexité par rapport
au fait de définir ce qu'est être une jeune musulmane, puisqu'elle a rappelé que les réalités sont évidemment très différentes et que l'islam n'est pas un groupe monolithique, tout en remarquant tout de même que ces jeunes musulmans sont unis par un destin commun, à savoir celui d'être identifiés comme tels. Elle a rappelé donc la vocation de cette association Coexister, qui prend en compte donc l'importance de la partie convictionnelle de notre identité, tout en insistant bien sûr sur le faire ensemble dans la diversité de nos origines et de nos croyances. Antoine Dulin, qui est membre du Conseil économique, social et environnemental, a rappelé les besoins essentiels des jeunes en France, qui sont des besoins de reconnaissance et de valorisation, des besoins en fait de confiance et de bienveillance, de fierté et de citoyenneté, et de transmission. Et a appelé les jeunes, notamment les scouts musulmans de France, à travailler pour développer un nouveau modèle de société. Jamel El Amri a déploré le problème notamment du fait que les mosquées ne jouent pas leur rôle associatif, et ce qui est également un problème qui est rencontré dans l'école républicaine, et notamment il déplorait la désertion des professeurs dans les quartiers et la nécessité également de s'interroger sur les choix géopolitiques de la France qui provoquent évidemment des crispations en dénonçant le danger de la convergence des humiliations pour notre société. Et il a appelé notamment à la nécessité de donner des preuves d'amour à nos jeunes dans cette société où les peurs sont irrationnelles, où on souhaite leur répondre par des arguments rationnels, mais qui n'ont pas forcément, évidemment, d'efficacité dès lors qu'on s'adresse à l'irrationnel. La seconde partie de la première table ronde donc, accueillait Fouad Katir, qui est donc membre du Conseil national des scouts musulmans de France, et portait sur la réponse éducative des scouts musulmans de France. Il a rappelé donc que leur premier défi était de dépasser les clivages sociétaux à travers un programme éducatif très ouvert et lié à l'universel, sachant que le but des scouts musulmans est de donner des repères universels et absolument pas communautariste. Le deuxième défi, c'est l'utilisation donc de la pédagogie d'éveil qui permet en fait aux scouts musulmans de France d'amener l'enfant à trouver en lui-même les réponses et non pas à lui fournir une forme de prêt-à-porter. Nous avons également accueilli des scouts musulmans de Hollande et des scouts musulmans allemands qui nous ont fait part de leur expérience propre. Et la deuxième table ronde a porté sur cet après-midi, donc sur les besoins et les attentes des familles musulmanes de France. Alors, comme pour les besoins et les attentes des jeunes musulmans de France, les intervenantes, puisque c'était un plateau féminin, ont remarqué que les familles musulmanes de France avaient globalement les mêmes besoins que le reste des familles de notre pays, à savoir des besoins évidemment économiques, avoir un toit pour leur famille, pouvoir accéder à l'éducation et à l'emploi. Marie-André Blanc, qui est donc la présidente de l'Union nationale des associations familiales, a observé tout de même qu'il n'existe pas d'association familiale spécifiquement musulmane. Donc si des personnes sont volontaires pour créer ce genre d'association, eh bien la porte leur était ouverte. Latifa Ibn Ziaten, la présidente de l'association IMAD pour la jeunesse et pour la paix, a tout de même souhaité rappeler que sur le terrain, elle observait des réalités tout de même très différentes, à savoir des ghettos fermés, avec de moins en moins de mixité dans les quartiers, et sa rencontre avec des jeunes qui sont totalement désenchantés, qui n'ont plus de rêve ni d'espoir, qui sont livrés à eux-mêmes, et qui ont le sentiment d'être les oubliés de la République. Observant donc ce développement des inégalités et le fait que l'égalité finalement n'est pas la même pour tous devant par exemple l'enseignement. Najdoa Ardouini Elafani, la présidente du club du XXIe siècle, a rappelé l'un des buts du club du XXIe siècle, à savoir fournir l'information aux familles qui leur permettent justement d'accompagner leurs enfants de manière efficace dans leur évolution scolaire et professionnelle, et la nécessité donc d'agir avec les familles. Les
Les intervenantes ont rappelé donc que la responsabilité de l'école et des parents était grande pour éviter de créer des bombes à retardement dans notre société et parce que c'est effectivement notre société qui fabrique la haine. Marie-André Blanc ayant donc remarqué le rôle majeur évidemment que jouent les familles dans la construction des individus. Et elle a appelé évidemment à ce que les enfants soient en société pour pouvoir apprendre à vivre ensemble. Et évidemment, dans les ghettos, ce n'est pas évident à mettre en place. Marie Derain, qui est donc l'ancienne défenseure des enfants, a appelé qu'en tant que défenseur des enfants, évidemment, elle se place dans l'universalité et distingue donc 3 lieux d'éducation, la famille, l'école et les lieux alternatifs, centres de loisirs, clubs de sport, tout en appelant à la nécessité donc de trouver des lieux ressources pour les parents, et notamment donc les parents qui sont issus de l'immigration. La deuxième partie de la deuxième table ronde portait donc sur la réponse éducative des scouts musulmans de France. Khalid Marfoud, qui est chef d'unité des éclaireurs des scouts musulmans d'Orléans, a rappelé que la vocation et l'engagement du scoutisme était de compléter l'éducation des enfants pour leur assurer un épanouissement plus grand. Il a souligné les points forts des SMF, à savoir leurs projets éducatifs concrets, un encadrement de qualité et une réponse concrète au problème de l'isolement du jeune, tout en préservant un droit de regard pour les familles sur ce mouvement. Qui est donc une école de l'épanouissement et de construction de l'individu. Younes et Françoise Aberkan, qui sont donc enseignants et qui ont eux-mêmes 2 enfants qui ont été scouts musulmans, ont développé en fait à quel point le scoutisme a développer et épanouir leurs enfants en leur offrant la possibilité de faire ensemble de manière concrète et non uniquement de manière intellectuelle ou conceptuelle, insistant sur le fait donc que le scoutisme est une école du respect. Habiba Kotb, qui est donc aumônière chez les scouts musulmans de France, a rappelé donc la capacité de la méthode scout à sortir des jeunes le meilleur d'eux-mêmes et à leur permettre en fait de connaître notamment la diversité des religions et leur possibilité de connaître l'autre. La troisième table ronde donc, portait sur les enjeux du vivre ensemble dans la société contemporaine et accueillait donc, notamment Anouar Bibesh, qui est le président du CFCM, qui a donc rappelé 2 messages. Tout d'abord, la nécessité pour notre société de porter un regard positif, serein et lucide sur la place de l'islam de France et à la nécessité en particulier de changer de perception sur l'islam pour insister davantage sur ses aspects positifs. Il a également souhaité rappeler que la liberté, l'égalité et la fraternité doit rester la devise de tous les Français au-delà des différences de convictions religieuses. Son deuxième message s'adressait aux musulmans de France et les invitait à sortir de la victimisation et à travailler sur une autocritique constructive, remarquant que les musulmans ne peuvent pas se dédouaner de leurs responsabilités dans ce qui leur arrive et appelant à une réforme de la pratique et de la pensée musulmane, en particulier dans l'interprétation du texte sacré qui doit être davantage contextualisé et travaillé d'un point de vue historique. Jean-Louis Bianco, président de l'Observatoire de la laïcité, a rappelé que la laïcité est tout d'abord une liberté et non pas une interdiction, qui donc insiste sur la neutralité absolue de l'État d'un point de vue religieux, mais qui en revanche offre la possibilité à ses citoyens d'être rassemblés dans l'égalité, quelles que soient leurs croyances et leurs origines. Il a rappelé que dans la crise actuelle, la réponse repose dans la fraternité de la société et a déploré l'existence de 2 Frances, une France de l'intolérance et de la stigmatisation face à une France de la tolérance, de l'ouverture sur l'autre. Rachid Benzine, qui est donc islamologue, s'est interrogé sur la question de ce que l'on fait de notre héritage et a appelé notamment à ne pas être dans le déni en disant
comme on a tendance à le faire très souvent, que les problèmes à l'heure actuelle n'ont rien à voir avec l'islam. Il a rappelé donc que le religieux devrait apporter le meilleur, alors que malgré cela, aujourd'hui, il est devenu identitaire et pauvre, et a souhaité rappeler qu'à ses yeux, être un héritier, ce n'est pas quelqu'un qui va reproduire la même chose pendant des siècles, mais qui va justement assumer cet héritage pour faire preuve de créativité. Danielle Mérian, avocate féministe et membre de la CAT, a remarqué de manière optimiste que malgré tout, dans le contexte tragique des attentats, elle a vu naître une vague de fraternité et a rappelé que la France reste, aux yeux de beaucoup de personnes du monde entier, une terre de liberté. Samuel Gibowski, fondateur de l'association Coexister, s'est interrogé sur la question de la fraternité et la manière de faire chemin ensemble, de faire le vivre ensemble et le faire ensemble, qui correspond pour lui à un libéralisme de l'être et qui appelle à un enjeu donc d'anticipation, en particulier qui passe par l'enseignement du fait religieux dans les écoles à l'heure actuelle, un enjeu également de guérison et l'importance notamment de faire dialoguer les mémoires pour que chacun puisse partager ses souffrances, et à rappeler l'importance de se questionner sur la notion de laïcité. Est-ce que l'on veut garder une laïcité inclusive ou est-ce qu'au contraire on veut en faire quelque chose de coercitif ? Il a également rappelé évidemment l'importance des enjeux de pédagogie pour les mouvements de jeunesse, avant de céder la parole à Rachid Benzine, qui a rappelé donc la difficulté de produire un contre-discours face aux dérives radicales, enfin de radicalisme. La deuxième partie de la troisième table ronde, qui portait sur le rôle d'un mouvement de jeunesse musulmane face aux enjeux du vivre ensemble, accueillait donc Gilles Clavreul, délégué interministériel à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, qui a rappelé l'importance de la notion d'engagement pour donner des valeurs aux jeunes, et a rappelé qu'a priori, il n'y a pas de porte-à-faux entre mouvement spirituel et engagement républicain face justement aux forces de crispation et de repli. Mohamed Bajrafil, imam de la mosquée d'Evry, je vais peut-être pas trop résumer puisqu'il vient de parler, mais il a rappelé l'importance d'éduquer nos jeunes à l'insolence intellectuelle et non au prêt-à-penser, pardon. C'est mieux, mais le prêt-à-porter n'est pas terrible non plus. Et a donc rappelé que finalement le problème du vivre ensemble est le même que finalement le problème de faire couple avec quelqu'un, c'est-à-dire que rien n'est acquis définitivement et doit constamment être travaillé et remis en question. Khaled Bencher, le président de la Conférence mondiale des religions pour la paix, a appelé pour sa part à faire société et a soulevé qu'en dépit des difficultés, eh bien, il serait capital de voir les ressources dont on dispose en interne pour sortir de la crise, tout en relevant qu'une crise, c'est vrai qu'on a du mal à le percevoir à l'heure actuelle, mais une crise peut être salvatrice. Dominique Bénard, ancien secrétaire général de l'Organisation mondiale des mouvements scouts, a remarqué que pour pouvoir conserver l'espoir, il faut regarder l'ennemi auquel on est confronté, et cet ennemi étant l'ignorance et la peur, c'est évidemment par l'éducation qu'on peut lui répondre. Le scoutisme propose l'éducation par le dialogue, par l'expérience concrète et non uniquement intellectuelle, ce qui est particulièrement important puisqu'il faisait observer que les valeurs ne se transmettent pas, mais elles s'expérimentent. Il a également souligné que le scoutisme est un mouvement de coopération qui incite les jeunes à faire corps ensemble dans une approche de civisme réel, et que c'était également un mouvement international qui permet une découverte des autres cultures de par le monde. Donc les débats se sont plus ou moins clôturés là.